Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de capter Radio Lomé à l'heure du grand journal de la mi-journée. Au sommet, crise sanitaire liée au coronavirus, le gouvernement togolais a une nouvelle fois demandé et obtenu de l'Assemblée nationale une prorogation de 6 mois de l'état d'urgence sanitaire. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée de la protection de la couche d'ozone. À l'occasion, le ministre en charge de l'environnement appelle à un mode de vie en harmonie avec la nature. Crise politique au Mali. Après une réunion à huis clos de plusieurs heures hier au Ghana, les chefs d'État de la CEDEAO ont rejeté les propositions présentées par la junte. L'organisation sous-régionale réitère sa demande de nomination rapide d'un président et d'un premier ministre de transition civile. Et puis sport football, Serge Gakpé continuera son aventure à Chypre pour une nouvelle saison. Le Togolais et son club l'Apollon Limassol ont trouvé un accord pour continuer leur collaboration. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les députés autorisent le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et à proroger l'état d'urgence sanitaire au Togo. Ces projets de loi votés à l'unanimité hier entendent donc proroger l'état d'urgence sanitaire pour une période de 6 mois à compter de ce mercredi. Une nécessité selon Commissaire Mklassou, chef du gouvernement. Je voudrais, au nom du président de la République et au nom du gouvernement, adresser toute notre reconnaissance aux représentants du peuple. Je voudrais vous assurer que, comme par le passé, nous utiliserons ces 2 outils juridiques dans le seul but d'apporter une réponse urgente, coordonnée et d'envergure à la pandémie du Covid-19. Je saisis encore l'occasion pour demander à nos laborieuse population de ne pas baisser les bras, de respecter les mesures édictées par le gouvernement pour que, ensemble, nous puissions juguler cette crise. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, Tchegayawa Djibodi, en votant cette loi, les parlementaires s'engagent sans réserve pour l'éradication de l'épidémie sur toute l'étendue du territoire national. Au vu des dernières données qui renseignent sur l'hypothèse d'une hausse de contamination que l'Assemblée nationale se voit dans son rôle d'adopter ces 2 projets de loi, à savoir le projet de loi portant prorogation du délai d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo. De l'incertitude tant sur les aspects de ce virus que sur la disponibilité d'un vaccin, il nous faut répondre avec célérité, confiance et transparence. Soulignons que les ordonnances qui seront prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle feront l'objet des projets de loi de ratification et seront soumis à l'Assemblée nationale dans les 90 jours après la fin de la période d'habilitation. La journée internationale de la protection de la couche d'ozone est observée ce mercredi. Le thème de cette 35e édition est l'ozone pour la vie, 35 ans d'initiative pour la protection de la couche d'ozone. Le ministre David Oladokoun, en charge de la protection de l'environnement, saisit cette occasion pour inviter les Togolais à un mode de vie en harmonie avec la nature. Il est donc de la responsabilité de chacun de contribuer à l'effort du pays pour la protection de notre environnement et la réduction de la vulnérabilité des populations face aux aléas climatiques. J'exhorte donc tous les acteurs, en particulier les frigoristes et les importateurs de réfrigérants, à continuer de bien s'appliquer dans leur profession et à se conformer aux directives du protocole de Montréal, plus précisément celles relatives aux bonnes pratiques dans le secteur du froid. Rappelons que l'événement a été marqué hier par un atelier d'élaboration des plans d'action pour la protection de l'environnement marin et des dons d'outils de protection de la couche d'ozone à certaines structures.
Le ministre de la Santé, professeur Moustapha Midiawa, a procédé hier au lancement du projet Takeda à Tchévier. C'est un projet à hauteur de 800 millions de francs CFA, financé par une firme pharmaceutique japonaise à travers le Fonds des Nations Unies pour la population. Geneviève Pognon. Le projet Takeda a pour cible le réseau national des maternités. Il entend amener ce personnel de santé à garantir l'accès à des soins néonataux de qualité en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Okolo John, coordonnateur du projet Takeda. Ce projet va être exécuté au niveau national. Ça va prendre les 73 structures que nous appelons SONU, avec antenne ou bien maternité chirurgicale et maternité sans antenne chirurgicale, bien préparées pour prendre en compte les urgences obstétricales et néonatales. Les femmes décèdent quand elles viennent accoucher. Les quelques causes que nous pouvons évoquer, c'est les hémorragies. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser une femme mourir pour saignement. Donc, toutes les dispositions sont prises pour une prise en charge de qualité. Au niveau national, la protection du personnel avec tout l'équipement est assurée sur le plan national pour une prise en charge sécurisée et surtout dans la prévention de l'infection. Une femme qui vient rentrer dans le système ne doit pas être contaminée. C'est pourquoi il faut protéger d'abord le personnel avec tout l'équipement. Et quand elle vient, qu'elle soit rassurée que non, il y a un changement au niveau du personnel. La représentante du Fonds des Nations Unies pour la population au Togo, Josiane Yakibou, a salué la mise en œuvre de ce projet qui prend en compte de façon holistique les interventions en maternité afin de réduire le taux de mortalité de 400 pour 1000 par an à 250 décès pour 1000 naissances vivantes d'ici 2022. Le ministre Moustapha Midiawa, en recevant symboliquement les équipements, a loué la générosité et les bonnes relations entre le Togo et le Japon. Tout en retraçant les différentes mesures de riposte prises par le gouvernement, Midiawa a fait remarquer que le projet Takeda va appuyer le PNDS pour le bien-être des populations. Nous savons ce que représente la santé de la mère et de l'enfant dans notre plan national de développement sanitaire qui est un affluent du plan national de développement. Et donc il est nécessaire que nous puissions assurer des soins maternels, des soins néonataux sécurisés malgré la Covid-19. Et c'est dans cette optique que se situe le projet Takeda, qui reflète d'ailleurs la qualité des relations que notre pays a avec le Japon, qui reflète aussi les relations du Togo avec l'ensemble du système des Nations Unies, avec le matériel de protection, les mesures d'hygiène et d'assainissement, l'adduction d'eau, les véhicules de liaison et des ambulances. Donc ça va certainement impacter l'un de nos objectifs, réduire la mortalité maternelle, réduire la mortalité néonatale. Le projet Takeda dure 9 mois et concerne 3 pays, à savoir le Togo, le Bénin et la Guinée. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, crise politique au Mali, le mini-sommet extraordinaire d'Accra consacré à la crise s'est achevé hier sur un manque d'accord entre les dirigeants ouest-africains et la délégation de la junte. Arrivé dans la capitale ghanéenne pour convaincre les chefs d'État de la CEDEAO de lever les sanctions économiques qui pèsent sur le Mali, le numéro 1 de la junte, le colonel Amissi Goïta, est reparti à Bamako, les mains vides. Solim Lemon. Le déplacement du chef de la junte malienne à Accra avait un double objectif. D'abord, présenter la charte de la transition et demander ensuite à l'organisation régionale d'accompagner la transition politique malienne. Un plan qui prévoit entre autres une transition de 18 mois, soit 6 mois de plus que ce que recommande la CEDEAO. Le document du colonel Amissi Goïta est revenu beaucoup en détail sur la justification du coup d'État et le soutien du peuple malien à la junte. Par contre, pas de réponse précise à l'ultimatum de la CEDEAO qui préconise des civils à la tête de la transition. Amissi Goïta ne cède pas et demande le temps de la consultation. En attendant, l'organisation régionale maintient les sanctions et exige toujours une direction civile pour la transition. Ce qui fragilise la junte malienne, c'est que le texte de la charte de la transition, issu des concertations nationales et présenté comme le résultat de discours populaires, ne fait pas l'unanimité au sein même du M5. Si par exemple l'URD, important parti politique du M5, prend acte de la charte de la transition, les autres membres du mouvement rejettent le document qui ne correspond pas, disent-ils, à la volonté populaire exprimée. Résultat, la junte est donc sur ce point contestée de l'extérieur, mais également en partie de l'intérieur. Si elle veut convaincre,
Elle doit travailler sur au moins 2 fronts et surtout revoir sa copie afin d'obtenir la levée totale des sanctions. Les dirigeants ouest-africains restent donc ouverts et un autre rendez-vous sera nécessaire. La médiation, elle, menée par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, se poursuit. Il devra regagner la capitale malienne ce mercredi. Le chef de l'État togolais Faure Essozimna Gnassingbé a aussi pris part à ce mini-sommet sur une sortie de crise au Mali aux côtés de ses pairs de la sous-région. Merci à vous, Salim Lemou. La rentrée parlementaire hier a coïncidé avec la rentrée politique de l'ex-président Joseph Kabila. Le sénateur à vie n'avait jamais siégé au Sénat depuis qu'il a remis le pouvoir à Félix Tshisekedi en janvier 2019. Joseph Kabila a enfilé pour la première fois son écharpe de sénateur avant d'entrer dans la salle de la plénière. Les Éthiopiens ont jusqu'à fin novembre pour changer leur coupure de billets actuelle. La mise en circulation de nouveaux billets est une mesure qui est officiellement destinée à fortifier l'économie. Mais cette mesure est également lue par plusieurs analystes comme ayant une dimension politique destinée à peser sur la marge de manœuvre de la région du Tigré en rupture avec le gouvernement fédéral. Yoshihide Suga a été élu ce mercredi nouveau Premier ministre du Japon par le Parlement à Tokyo. Il a obtenu 314 votes sur 462 suffrages déclarés valides à la Chambre basse du Parlement. Yoshihide Suga succède à Shinzo Abe, démissionnaire pour des raisons de santé dont il était le fidèle lieutenant. La composition de son gouvernement devrait être annoncée dans la journée. À Santé Plus, de nos jours, nous sommes inondés de nombreuses variétés d'aliments issus des industries agroalimentaires. Ceci nous amène donc à les consommer allègrement sans nous soucier de nombreuses conséquences qui peuvent en découler, notamment l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, etc. Alice Berthe Barandao, dans Magazine Santé Plus, nous invite à manger sain. Les habitudes alimentaires ont considérablement évolué depuis le milieu du XXe siècle, ce qui a donné lieu à une abondance alimentaire variée et inégalée, stimulant ainsi nos envies de grignoter quelque chose à chaque instant. Ce mauvais comportement alimentaire est un danger pour notre santé, puisque ce qu'on mange et la manière dont on le mange développent silencieusement en nous les risques de maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, l'insuffisance rénale, etc. Dr Ekwe Kouvahe Damien, médecin au CMS Mavi Alomé, si ce qu'on mange influe sur notre personnalité, quelles doivent être les bonnes manières de s'alimenter? Il faudrait que nous mangeons sain. Et manger sain, c'est de retourner à notre alimentation traditionnelle, comme nous le disons, pour libérer un peu d'alimentation moderne. Il faut retourner à nos boma, à demain. L'OMS nous recommande 5 portions de fruits et de légumes par jour. Il faut que nous mangeons beaucoup de crudités. Il faut que nous mangeons moins salé. Quand nous parlons salé, nous parlons du sel de cuisine, mais nous parlons de tous les glutamates, de tous les cubes qui sont sur nos marchés, qui sont très salés et qui abondent aujourd'hui dans notre alimentation. Il faut que nous contrôlions tout ce que nous mangeons comme sucre. Il faut que nous consommons moins d'huile et surtout les huiles que nous consommons, il faudrait nous voir la qualité de ces huiles. Nous conseillons plus l'huile de soja, l'huile d'olive, l'huile de maïs, mais les autres huiles très lourdes, il faudrait que nous commençons à diminuer ces huiles. Et il ne faut pas boire en fait de l'eau glacée, surtout lorsque nous mangeons, parce que l'assimilation des nutriments qui sont connus dans l'alimentation se fait très mal, surtout les graisses vont se compacter et créer des désordres. En parlant de manger, parlons bien entendu de l'alcool et du tabac, puisque la bière et tous les restes font partie en fait de l'alimentation. Il faut que nous diminuions la consommation d'alcool. Il faut que nous arrêtons carrément la consommation du tabac. C'est à l'origine de plusieurs maladies. En fait, docteur Ekwe, qu'est-ce qu'il faut manger et quand le manger? Il est recommandé de ne pas manger plus de 4 fois par jour. C'est-à-dire que de manger par exemple à 8h, à midi, prendre une collation à 16h et manger vers 19h ou 20h, c'est tout. Parce qu'en dehors de ces 4 moments de repas, tout ce que nous avalons va avoir des conséquences. Pourquoi? La première conséquence, c'est que trop souvent, lorsque nous grignotons, nous déclenchons l'activité de l'estomac, parce que l'estomac a au moins 6 heures de temps pour se reposer. Il va moins malaxer les aliments après
intestin et c'est même à la cause de certains cancers de l'estomac. La deuxième chose, c'est que lorsque nous mangeons, chaque fois que nous avalons quelque chose, notre pancréas déclenche une sécrétion d'insuline. Ce qui fait qu'à la longue, notre pancréas sera très vite fatigué lorsque chaque fois nous mangeons. Imaginez que vous mangez à 8h, vous avalez quelque chose à 8h30, à 9h vous avez quelque chose à avaler, à 10h vous grignotez encore un pain, à 11h vous avalez un biscuit, ce qui fait que le pancréas va toujours travailler et ça va fatiguer très tôt le pancréas. À un âge adulte, à 50 ans déjà, le pancréas par exemple ne va plus beaucoup sécréter d'insuline parce qu'il a passé tout son temps à sécréter de l'insuline et c'est une cause du diabète. Et surtout, il ne faut pas manger la nuit parce que toutes les graisses, le glucose, les sucres qui sont avalés ne seront pas assimilés parce que nous n'aurons pas fait d'activité physique. L'estomac étant fatigué, ça va s'agglutiner. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, soutiennent souvent les nutritionnistes. Ne manquons pas de manger sain à des heures bien indiquées. Prenez bien soin de vous et à mercredi prochain. Sport football, à un mois des demi-finales de la Ligue africaine des champions, l'entraîneur Zamalek Patrice Cartenon jette l'éponge. Pendant ce temps, Serge Gakpé renouvelle son contrat à l'Apollon Limassol. Sibi Lawson. Ce nouveau contrat du Togolais porte sur une saison. Victime d'un genou récalcitrant la saison dernière, Gakpé a travaillé dur pendant le confinement afin de se rétablir et retrouver ses coéquipiers sur le terrain. Je suis heureux de faire partie de l'équipe et je suis prêt à reprendre l'entraînement pour donner 100% de mon potentiel pour atteindre les objectifs de l'équipe et remporter le trophée des champions, a indiqué le milieu offensif de 32 ans. Coup de tonnerre aux Zamalek. À un mois des demi-finales de la Ligue africaine des champions contre le Raja Casablanca, l'entraîneur Patrice Carteron quitte son poste. Le Français a en effet décidé de payer lui-même sa clause de départ estimée à $250,000 en invoquant des raisons personnelles. Ce départ constitue un coup dur pour les Chevaliers Blancs, tant l'homme de 50 ans avait séduit depuis sa nomination avec des titres de Super Coupe d'Afrique et d'Égypte, 2 victoires contre le grand rival Al-Ali et une qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Les informations lui prêteraient des contacts, entre autres, avec le Pyramide FC et Wydad Casablanca. En Angleterre, Pierre-Emerick Aubameyang a signé un nouveau contrat de 3 ans avec Arsenal. Après des mois de spéculation sur son avenir, le Gabonais a décidé de rester Gunners jusqu'en 2023 en échange d'une nette revalorisation salariale. Avec Arsenal, Aubameyang a marqué 72 buts en 111 matchs, dont 55 en Premier League. Il est devenu le capitaine de la formation londonienne avec qui il a remporté la Coupe d'Angleterre et la Community Shield en 2020. Devenu indispensable au sein de l'équipe, le Ballon d'Or africain 2015 désire être une légende d'Arsenal, à l'instar de Thierry Henry. En Espagne, Gareth Bale, qui n'entre plus dans les plans de Zidane, est en discussion avec son ancien club Tottenham pour un retour. Les médias britanniques avaient fait part ces derniers jours de l'intérêt des Spurs pour le joueur. Bale a encore 2 ans de contrat à Madrid où il touche un salaire hebdomadaire de 650 000 €. Les Merengues seraient prêts à envisager un prêt, quitte à prendre une partie du salaire en charge, mais un transfert sec serait aussi une option. En France, un rebondissement dans le dossier Éric Maxime Choupo-Moting au Paris Saint-Germain. Alors que les deux parties se montraient très optimistes sur la prolongation de l'attaquant, dont le contrat a expiré le 31 août dernier, le Camerounais ne devrait pas finalement rempiler. Choupo-Moting privilégierait une autre destination où un contrat plus long lui aurait été proposé. Athlétisme pour finir. Meeting Tour de Zagreb, la Croate Sandra Perkovic a renoué avec le succès. La championne olympique du disque s'est imposée avec 64,67 m de lancer. Elle a devancé la Française Mélina Robert-Michon qui a lancé à 60,65 m à son dernier essai. Son compatriote Willem Belocian s'est imposé en 13 secondes 32 sur le 110 m haies. Autre belle performance à signaler, les 6,83 m en longueur de la Suédoise Kadi Sanya. Voilà, point final à ce journal. Retenez pour l'essentiel que le monde entier célèbre aujourd'hui la journée de la protection de la couche d'ozone. Et à l'occasion, le ministre en charge de l'environnement appelle à un mode de vie en harmonie avec la nature.
Sensibilisation au coronavirus pour finir. En dehors des mesures barrières, les experts nous exhortent à la bonne cuisson de nos aliments. Ceci pour éviter qu'une mauvaise hygiène ne nous expose aux risques de contamination qui sont un peu partout. Alice Berthe Barandao. Face à toutes les épidémies virales en général, nous devons mener une bonne hygiène pour éviter leur contagion. En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, en plus de l'observance des mesures barrières, les experts nous exhortent à la bonne cuisson de nos aliments. Dr Hassan Simon-Pierre, épidémiologiste, membre de la cellule de riposte contre le coronavirus au Togo. L'hypothèse que la maladie viendrait de certains aliments recommande à ce que il faut que les aliments soient bien cuits, les viandes, les poissons, les crabes, les crevettes, etc. soient bien cuits avant d'être consommés. Et la bonne nouvelle, c'est que ce virus, même le coronavirus, est sensible à la chaleur. Déjà, à 50-56 degrés, le virus est mort. Donc, il faut cuire nos aliments parce que l'eau qui bout, c'est déjà 100 degrés. Ça veut dire que si ça reste à 100 degrés pendant un temps, nous sommes sûrs d'avoir bien cuit nos aliments. Quoi qu'il en soit, devant certains symptômes comme la forte fièvre, la toux et les difficultés respiratoires, restons à la maison et appelons le numéro gratuit, le 111, pour que le personnel soignant indiqué vienne nous prendre en charge adéquatement. Dr Simon-Pierre rassure. Si il y a une suspicion devant tout cas suspect, il faut rapidement informer le personnel du centre de santé le plus proche pour dire « Ah, nous avons un cas suspect ici ». Et le personnel de santé ira avec les démarches techniques dire si c'est un cas vrai ou si ce n'est pas un cas. Voilà l'essentiel des comportements recommandés pour éviter qu'on attrape le coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg